Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise que 3 enjeux vont être abordés aujourd'hui, soit la réorganisation temporaire des services, la vaccination, puis la situation épidémiologique. 3 porte-paroles sont présentes aujourd'hui pour vous, dont Mme Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, et Dr Oumombola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Avant de débuter, je demande s'il vous plaît aux représentants des médias de fermer leur micro et leur caméra durant l'allocution de nos porte-paroles. Dès maintenant, je cède la parole à Mme Caroline Roy. Oui, bonjour à tous. C'est un plaisir encore une fois cette semaine de pouvoir m'adresser à vous, les gens de la population là, qui nous écoutez en direct, mais également les médias. Donc, je vais débuter les messages de la journée ou de la semaine là, en vous parlant un peu de la réorganisation temporaire des services. En fait, c'est une belle nouvelle qu'on a pu communiquer puis qu'on a diffusée depuis la semaine dernière concernant les points de service CLSC en milieux ruraux. Parce que depuis lundi, en plus des points de service qui étaient dans la MRC d'Abitibi, donc la ville principale là, où est Amos, on avait depuis le début janvier là, déjà des infirmières retraitées qui nous ont offert de pouvoir maintenir les prises de sang, ce qu'on appelle les prélèvements sanguins dans les points de service CLSC, ce qui a repris pour la MRC Abitibi. Mais depuis lundi, on a également dans la MRC Abitibi-Ouest, où effectivement, avec un infirmier retraité aussi, là, on peut offrir de nouveau ce service-là de prélèvement sanguin dans les points de service, tous les points de service de la MRC d'Abitibi-Ouest, là, la ville centrale étant la Sarre. Puis maintenant, pour la MRC du Témiscamingue, c'est l'intégralité des services soins infirmiers qui ont pu reprendre dans les points de service au Témiscamingue. Donc, on avait vraiment le secteur nord, le secteur est là, qui était concerné par ces services-là qui étaient plus offerts dans leurs points de service au niveau des infirmières, mais maintenant, c'est bel et bien repris. Puis l'analyse se poursuit pour l'entièreté des autres points de service, que ce soit à Rouyn-Noranda ou même des autres services au-delà des prises de sang là, pour la MRC Abitibi-Ouest et la MRC Abitibi. Puis comme je l'ai toujours mentionné, c'est vraiment une priorité. Là, donc, dès qu'on peut le faire, on reprend les services dans les points de service CLSC, parfois avec quelques ajustements, mais vraiment, c'est dans la totalité des points de service là, qu'on veut remettre les services à la population dans les prochaines semaines ou prochains mois plus tard. Sinon, un autre message qui concerne la consultation de la population à nos installations aux cliniques médicales. Ce qu'on constate depuis la période des fêtes, on le sait, il y a eu plus de cas. Puis on le voit là, dans les derniers jours ou dans les dernières semaines. Parfois, c'est un plus grand nombre de cas dans un territoire ou dans l'autre, avec une transmission communautaire qui est effectivement présente en région. Mais ça apporte certains comportements là où des gens qui pourraient avoir besoin de consulter soit à l'urgence ou leur médecin, ou même qui ont des rendez-vous et qui cancellent ces rendez-vous-là, ou qui ne se présentent pas à l'hôpital, même s'ils auraient besoin d'un soin en lien avec leur état de santé. Donc, je vous le réaffirme, puis c'est bien important de le comprendre, même si effectivement, il y a une transmission communautaire, puis c'est vrai qu'on a un hôpital désigné où on a des gens qui sont hospitalisés de la COVID actuellement, mais toutes nos installations sont sécuritaires. Les mesures là, sont très strictes au niveau de chacune de nos installations, chaque offre de service. Puis c'est bien important que les gens se présentent dans nos installations. On est prêt à vous accueillir. Les mesures sont appliquées dans tous nos programmes de façon très stricte. Puis les mesures supplémentaires même ont été ajoutées depuis qu'on a passé au palier rouge. Donc, je vous le demande et c'est pour votre santé, c'est pour votre bien. Si vous avez des rendez-vous, on vous y attend. Il y a des modalités parfois virtuelles ou téléphoniques qui sont déjà prévues avec vos professionnels ou vos médecins. Donc, vous poursuivez ces modalités-là. Puis surtout, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas, venez nous voir, on est prêt à vous accueillir. Les services sont offerts dans nos installations et c'est totalement sécuritaire. Ensuite, dernier élément, qui est un élément d'information important pour la population. À compter du 1er février prochain, il n'y aura plus de dépistage offert sans rendez-vous de la façon dont on le faisait là, avec nos cliniques désignées de dépistage dans chacun des territoires d'MRC. En fait, on est à revoir tout le processus au niveau du dépistage en fonction de notre situation épidémiologique, en fonction aussi d'une offre de service qu'on veut vraiment efficiente pour notre population, là, pour répondre bien aux besoins. Donc, on demande aux gens qui souhaitent se faire dépister d'appeler au 1-877-644-4545. Donc, c'est un numéro de téléphone là, où les gens peuvent appeler puis demander pour se faire dépister. Évidemment, comme on le dit toujours, là, les gens qui doivent se faire dépister parce que, selon une enquête de contact, ils ont été en contact avec une personne déclarée, ils ont eu un risque qui peut être considéré comme étant important.
ils vont être contactés directement. Donc, vraiment, ces personnes-là seront contactées, puis on va leur octroyer un rendez-vous. Mais vraiment, la modalité de téléphone dont je viens de vous parler, c'est pour ceux qui souhaiteraient se faire dépister avec raison, là, puis qui, auparavant, se seraient présentés à nos cliniques sans rendez-vous. Donc, tout ça à compter du 1er février. Puis, évidemment, toute l'information est disponible sur notre site Internet. Donc, les gens pourront s'y référer. Puis, on aura aussi des affiches là, qui vont être disposées aux cliniques directement pour informer la population. Donc, c'était mes principaux messages, Sarah, pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Roy. Dr Landry, je vous laisse poursuivre avec l'état de situation concernant la vaccination. Oui, bon après-midi tout le monde. Bon, on a le plaisir de vous annoncer que la totalité des vaccins que nous avons reçus ont été écoulés jusqu'à maintenant. Donc, je vous rappelle les priorités, le but étant de protéger notre population plus vulnérable. Comme vous savez, le ministre Legault vient encore de le dire, 80% de nos hospitalisations sont chez les personnes âgées de 65 ans et plus et représentent également 95% des décès. C'est pour cette raison que nous avons vacciné en première priorité tous les résidents des CHSLD de la région qui ont voulu se faire vacciner ont reçu une première dose, ainsi que plusieurs résidents des résidences intermédiaires, ce qui porte le total. Là, je ne sais pas si Sarah, tu peux grossir le schéma, c'est un peu petit. Pour les résidents, on parle de 81 776 personnes sur un total de 962. Il reste qu'on n'a pas finalisé l'ensemble des RI. Nous avons fait les plus grandes RI, c'est ce qui était recommandé d'ailleurs. Puis avec les prochains vaccins, on va pouvoir finaliser. Nous avons aussi au niveau des travailleurs de la santé, comme vous voyez, la tarte en haut, là, nos vaccins sont allés pour plus de la moitié aux travailleurs de la santé. Je vous dirais même le 2/3, mais ça couvre un peu plus que la moitié de nos autres travailleurs de la santé parmi les annexes là, qui étaient prioritaires. On a parlé des résidents RPA qui est en 3e priorité, quand même 882 dans la région, c'est excellent. Aussi quelques proches aidants et autres personnes. Donc, à venir, nous recevrons, je ne sais pas si on peut descendre plus bas, Sarah. Comme vous voyez, là, vous avez les couvertures pour chacune des catégories. Comme je vous dis, les travailleurs de la santé, on est en ajustement, mais un premier bilan nous donnerait au-delà de près de 65 pour les travailleurs de la santé. Donc, c'est quand même excellent. On n'a pas terminé, là, dans le sens qu'à date, les plateaux sont arrivés à Rouen et à Val-d'Or. Les suivants, lors de l'arrivage de Pfizer, seront à Amos, puis La Sarre et Haute-Témiscamingue. Fait que, somme toute, nous sommes très, très contents de ces résultats-là. Et pour la fin de la semaine prochaine, nous recevrons quand même une bonne quantité de Moderna pour poursuivre dans les RI et certains usagers en RPA qui ont une mobilité plutôt réduite, et ainsi que dans la communauté autochtone de la région. Nous avons 7 communautés à cet effet. Le CISAT a embauché une personne retraitée de notre organisation. C'est Mme Carole Lahaye, fait qu'on est très, très heureuse qu'elle se joigne à nous pour travailler de concert avec les communautés autochtones pour déployer la vaccination sous peu. Et on espère que l'approvisionnement en vaccins va se stabiliser bientôt pour aller en augmentant. Donc, la campagne, ça n'empêche pas qu'on commence déjà à se préparer à la campagne populationnelle par le choix des locaux, tout ça. Sous peu, notre responsable de la logistique recevra les critères pour le choix des locaux dans chacun des territoires. Puis comme vous le savez déjà, nous avons déjà des ultra-congélateurs partout. Alors, et bien sûr, lorsque la mise sur pied de ces cliniques-là sera fait, ça sera publicisé largement sur l'ensemble de nos plateformes, dans les médias traditionnels, etc. De ne pas s'inquiéter, tout le monde sera avisé au moment opportun. Et d'ici là, bien, c'est important de maintenir les mesures préventives. On voit la lumière au bout du tunnel, mais il ne faut pas lâcher. Alors, voici pour moi. Merci beaucoup, Dr Landry, Dr Sobanjou. Je vous invite à poursuivre, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir vous adresser cet après-midi. Donc, je vais débuter par vous présenter les données épidémiologiques dans les dernières 24 heures, mais je vais aussi prendre un peu de temps de vous donner quelques informations en comparaison de lorsqu'on compare la première vague avec la deuxième vague. Les données comme telles ont été déjà transmises aux médias et seront disponibles sur notre page Soupo. Donc, pour ce qui est les dernières 24 heures, nous avons eu 6 nouveaux cas qui se sont ajoutés pour amener le nombre total des cas depuis le début des deuxièmes vagues à 518. Donc, nous avons 6 cas, 5 dans l'MSD de l'Abitibi-Ouest et 1 dans l'MSD de Vallée-de-l'Eau qui a été déclaré hier. Le nombre de total de personnes qui sont maintenant rétabli, c'est 473 et nous avons 44 cas actifs. Le cas actif, nous avons 19 dans l'MSD de l'Abitibi-Ouest, 12 dans l'MSD de l'Abitibi, 5 dans la MSD de Rouyn-Noranda, 8 dans l'MSD de Vallée-de-l'Eau et aucun cas actif dans l'MSD de Témiscamingue pour aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a 44 cas actifs. Pour ce qui concerne les données hospitalisation, nous avons actuellement 5 de nos 44 cas qui sont hospitalisés, dont 3 aux soins intensifs. Si je reviens avec le clinique mobile qui a été fait, on a eu une clinique mobile à l'école, dans une école dans le secteur de l'Abitibi-Ouest hier. Je pourrais vous confirmer que nous n'avons pas eu de cas associés suite à notre clinique mobile d'hier. Pour ce qui est des données portrait global, donc je pourrais vous mentionner lorsqu'on regarde le début de la première vague. Donc, la première vague, on part de 11 mars jusqu'au 22 août. Donc, si on regarde, on voit que par sexe, dans la première vague, il y avait plus de femmes qui étaient touchées que des hommes. Alors que dans la deuxième vague, c'est plus des hommes que de femmes. Une autre chose qu'on constate, c'est que pour la deuxième vague, on a plus de jeunes que on a eu dans la première vague. Donc, lors de deuxième vague, la majorité de nos cas se trouvent entre 0 et 69 ans. On a très peu, moins de 5% de nos cas sont âgés de 70 ans et plus, ce qui nous aide à protéger. Ça démontre qu'on a réussi de protéger les personnes plus à risque, les personnes plus âgées. Par contre, pendant la première vague, on a eu moins de 10% de nos cas qui étaient en bas de 19 ans. Ça s'explique probablement parce que les écoles ont été fermées, donc on a eu moins de circulation entre les jeunes à cette période. Une autre chose qu'on voit, c'est lorsqu'on regarde par MSC, dans la première vague, l'MSC le plus touché était l'MSC de Rouyn-Noranda, alors que par la suite, c'était loin de Rouyn-Noranda, c'était Témiscamingue. Mais cette fois-ci, on voit que toutes les MSC sont touchées par la deuxième vague et ceux qui ont été épargnés lors de la première vague constatent un peu plus de cas cette fois-ci. Donc, ils sont plus touchés cette fois-ci. Donc, on voit qu'il y a plus de cas cette fois-ci dans la MSC de Vallée-de-l'Eau, dans la MSC de l'Abitibi et dans la MSC de l'Abitibi-Ouest, ce qui n'était pas le cas pendant la première vague. Une autre chose qu'on voit pour l'hospitalisation, on voit que l'âge des personnes hospitalisées sont toujours des personnes plus. Donc, on commence par les 2 vagues, c'est à partir de 30 ans et plus qu'on a eu de cas hospitalisés. On voit aussi que cette fois-ci, dans nos deuxième vague, 42% de nos cas hospitalisés sont d'âge de 60 à 69 ans, ce qui est aussi ce qui a été constaté dans d'autres régions de la province. Donc, dernier élément que je vais juste mentionner, c'est que en tout, on voit qu'il y a une différence entre les 2 vagues, mais la deuxième vague a été plus forte que la première vague. On a récupéré déjà plus de 500 cas, donc on a plus d'incidence. Toutefois, lorsqu'on compare les complications liées, donc dans la première vague, on a eu 4 décès
malheureusement, dans le deuxième vague, à date, on ne déploie qu'un décès. Donc, on espère que ça va se poursuivre comme ça. Également, dans la première vague, on a eu 37 hospitalisations, alors que maintenant, dans la deuxième vague, c'est 21 hospitalisations. Donc, on espère aussi également que ça va se poursuivre, comme ça va être mieux, les impacts, des effets très sévères de la pandémie pour l'avenir de deuxième vague. Dernier élément que je voulais mentionner, c'est qu'on sait qu'il y a eu une étude qui publicisait la colchicine pour prévenir des maladies graves. Pour l'instant, c'est trop tôt de pouvoir se prononcer comment on a besoin d'avoir plus d'informations. L'étude vient de sortir, ça annonce des bonnes nouvelles, mais il faut plus d'informations, il faut un encadrement. L'INES va émettre des recommandations sous la façon de l'utilisation de ces médicaments, dans quel contexte et quel dosage et comment ça va se faire. Donc, on vous prie de ne pas commencer à demander à votre médecin traitant de vous prescrire ces médicaments-là parce que c'est trop tôt. On va avoir plus d'informations au cours des prochaines semaines et on va pouvoir savoir dans quel contexte si on peut utiliser ce médicament. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes déjà rendus à la période de questions. Alors, la première de M. Martin Guédon. Combien d'infirmières, infirmières retraités permettent la reprise des services dans les MRC d'Abitibi-Ouest? Et est-ce aussi des infirmières retraités qui offrent les services au Témiscamingue? Oui, merci. En fait, pour la MRC Abitibi-Ouest, c'est un seul infirmier là, qui s'assure de couvrir l'ensemble des points de service CLSC pour les activités de prélèvement sanguin exclusivement, donc qui n'est pas l'entièreté des services qui étaient offerts auparavant, mais c'est quand même la majorité des services qui sont offerts dans les points de service CLSC en milieu rural sont des prélèvements sanguins. Puis pour la MRC Abitibi, je ne pourrais pas vous répondre. C'est quelques infirmières là, qui s'assurent d'offrir le service en rotation dans les différents points de service à travers encore là tous les points de service milieu rural. Pour le Témiscamingue, c'est une reprise intégrale avec les employés qui étaient titulaires aussi des postes et des fonctions dans ces points de service. En fait, dans toute l'analyse qui est en cours actuellement, comme je le mentionnais, ce qu'on veut, c'est d'avoir une réorganisation de services qui va nous permettre d'utiliser moins d'infirmières à terme, et ça pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et les prochaines années, j'oserais dire même, là, parce qu'on sait très bien qu'avec ce qu'on anticipe au niveau de notre planification de main-d'œuvre, les ressources infirmières ne seront pas en quantité suffisante pour offrir les services tels qu'on le faisait auparavant. Et donc, l'analyse au Témiscamingue qui a été complétée pour les points de service CLSC, elle est complétée et a permis là, de vraiment constater que l'efficience est offerte en offrant ces différents points de service-là de la façon dont il l'était fait au Témiscamingue. L'analyse se complète pour les autres points de service ailleurs, dans les CLSC, mais comme je l'ai déjà mentionné, l'objectif est réellement de retourner les services. Il se peut que ce soit un peu différent parce qu'on sait qu'il y a certaines activités qui sont réalisées par les infirmières qui peuvent l'être par d'autres types d'emplois. Puis c'est tout ça qu'on est en train de regarder pour l'entièreté même de nos programmes services au sein de l'organisation. Puis déjà, là, il y a des chantiers qui sont en cours, qui portent fruit, puis qui nous permettent d'identifier des endroits où on aura besoin de moins d'infirmières, donc moins de main-d'œuvre indépendante notamment, moins de temps supplémentaire ou temps supplémentaire obligatoire. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour les équipes puis pour l'organisation et pour les services qu'on a à rendre à la population. Merci beaucoup. La prochaine question est pour Dr. Sobanjo. Y a-t-il un échéancier précis pour la vaccination avec les communautés autochtones et est-ce que les représentants de ces communautés ont été informés adéquatement? Oui, les représentants de ces communautés ont été adéquatement informés. On a justement eu une autre rencontre avec eux ce matin. Donc, on prévoit pouvoir vacciner dans ces communautés au cours du mois de février. Donc, très bientôt. Merci beaucoup. Une prochaine question de M. Charles Laferrière. Oui, concernant le nombre d'hospitalisations, on a vu au cours des derniers jours, à chaque jour, on avait une hospitalisation aux soins intensifs de plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et est-ce que ça pourrait compromettre un peu un retour au jaune ou en orange, que les assouplissements que le gouvernement Legault laisse sous-entendre pour certaines régions? Est-ce que la région pourrait être compromise à cause de ces hospitalisations-là?
En fait, je vais répondre à une première partie de la question sur est-ce que ça nous inquiète ou quel est l'impact sur le réseau de notre santé ici en région. C'est sûr qu'une hospitalisation aux soins intensifs, d'abord, là, vraiment, c'est des familles puis des personnes qui sont éprouvées parce que c'est plus de soins qui sont requis, puis vraiment tous les efforts là, et toutes les activités, les ressources sont en place pour espérer le rétablissement le plus tôt possible de ces gens-là. Mais ça le dit, c'est en soins intensifs, donc ça requiert plus de ressources, puis la planification des activités là, pour s'assurer d'offrir les soins adéquats à ces gens-là, mais également aux autres personnes hospitalisées de la COVID, puis également à ceux qui sont hospitalisés pour d'autres raisons. Ça nécessite nécessairement plus de ressources. Donc, l'enjeu est toujours la précarité de nos ressources humaines. Vous le savez, on est déjà en situation assez précaire, là, particulièrement au niveau des soins infirmiers. C'est certain qu'avec une augmentation, si ça se poursuit au niveau de personnes qui sont hospitalisées, que ce soit en soins intensifs ou non, on devra probablement là, prendre des décisions en lien avec les activités qu'on offre à la population qui ne sont pas en lien avec la COVID. Puis, je l'ai toujours dit, là, et de façon inévitable, ça se peut qu'on ait à faire un délestage de certaines activités. Ce qu'on n'a pas fait depuis le début de la deuxième vague. Vraiment, on l'a vu dans plusieurs établissements, il y a eu beaucoup de délestages d'activités, entre autres chirurgicales électives, d'activités spécialisées aussi qui sont offertes à notre population quand on pense à certaines activités de greffe ou autres. Même notre population, là, il y a quand même certains ralentissements de plusieurs activités. Mais vraiment, en région, on a pu maintenir le cap. Puis ça, c'est grâce au fait que la situation était sous contrôle. Mais des hospitalisations, si ça se poursuit en augmentation, oui, ça pourrait avoir un impact sur notre réseau de la santé de façon encore plus importante parce que pour prendre soin de ces gens-là, on devra nécessairement là, réaliser un certain délestage de certaines activités ou offrir différemment certains services. Quant à la situation en lien avec le palier jaune-orange, je laisserai Dr. Sobenjo si elle a un complément d'information, mais comme on l'entendait par le premier ministre aujourd'hui, il y aura un maintien de plusieurs mesures au-delà du 8 février. Puis ça, c'est pour protéger l'entièreté du réseau notamment, puis permettre aussi un rattrapage des retards qui ont déjà été accumulés. Puis nous, on a encore des retards qui sont accumulés depuis le début de la première vague, notamment là, en lien avec les chirurgies et d'autres services spécialisés. Dr. Sobenjo, je ne sais pas si vous souhaitiez compléter. Oui, merci. Je voulais juste compléter en mentionnant que, en plus aussi, dans les derniers jours, on a eu une période quand on avait une baisse, mais c'est comme nos nombres de cas sont stables. Donc, depuis les derniers jours, on a 5-6 cas par jour. Donc, on veut augmenter le contrôle. Donc, on n'est pas encore rendu où on aurait aimé être. Donc, c'est important de continuer à surveiller ce qui va se passer dans les prochaines 1 ou 2 semaines. Merci. La prochaine question sera adressée par Mme Marie-Hélène Daigneault. Oui, j'ai une question en ce qui concerne le dépistage. Pourquoi est-ce qu'on a décidé là, finalement de cesser le dépistage sans rendez-vous? En fait, on est à revoir tout le processus, vous le savez, puis ça a été annoncé aussi à la grandeur du Québec. Là, il y a tout le déploiement d'une plateforme notamment qui s'en vient aussi en région. Puis c'est un processus un peu différent là, pour l'inscription au dépistage, pour le suivi du dépistage, mais qui permet vraiment d'avoir une lecture en temps réel des délais du suivi, puis de ce qui est réalisé en dépistage au Québec. Donc, on est dans toute cette transformation-là qui s'est faite dans la majorité des autres régions du Québec jusqu'à présent, qui se fait maintenant chez nous. Puis, tout ça là, est en train de s'actualiser, qui fait en sorte qu'à partir du 1er février, le dépistage sans rendez-vous de la façon dont on l'offrait, c'est-à-dire se présenter à une clinique de dépistage puis attendre notre tour, ne se fait pas, mais les gens sont vraiment invités à composer un numéro de téléphone et ils auront à ce moment-là un rendez-vous pour leur dépistage. Merci. Madame Annie-Claude Luneau, s'il vous plaît. Bonjour, j'aurais une question concernant les fameux variants dont le premier ministre nous parle à plusieurs reprises. On sait qu'il y a un variant qui est en investigation chez nos voisins à Sudbury. Je voulais savoir d'abord, est-ce que ça vous inquiète la venue possible de ces variants et aussi qu'est-ce qui est fait comme veille ou comme vigie pour voir si le variant existe dans la région? Bon, très bonne question. Dr. Sobenjo, vous pourrez compléter justement. Nous avons une présentation hier du laboratoire de santé publique du Québec qui exerce une vigie. Vous savez, c'est normal qu'il y ait des mutations au niveau des virus. Il peut y avoir plusieurs mutations aux semaines, aux 2 semaines. L'important, c'est est-ce que c'est des mutants qui causent plus de transmission, qui causent plus de décès? Pour l'instant, il ne semblerait pas
que les mutants causent peut-être plus de transmission, mais ils ne sont pas plus mortels. Mais il y a une vigie qui s'exerce au niveau des laboratoires de santé publique, à savoir si, exemple, il y a une éclosion dans un milieu qui a plus de cas, s'il y a des réinfections, ils vont essayer d'étudier, voir si c'est un virus qui pourrait avoir une mutation importante, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a une vigie qui s'exerce au Québec. Je ne sais pas si Dr. Sobanjo voulait compléter. Oui, je voulais juste dire que bien que les variantes sont plus transmissibles, les mêmes mesures qu'on utilise fonctionnent. Donc, on continue à recommander de limiter nos contacts, de respecter les distanciations physiques lorsqu'on doit voir quelqu'un et lorsqu'on ne peut pas garder nos 2 mètres, de porter nos masques, de laver nos mains régulièrement. C'est des choses qui vont nous aider à limiter la transmission parce que c'est la transmission qui est plus importante. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé que ça peut causer une maladie plus sévère. La seule chose qu'on sait certainement, c'est que ça augmente le risque que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire si le virus qu'on a déjà en circulation, si une personne donne à 3 personnes d'autres, avec le nouvel virus, il se peut que ça va être 5 ou 6. Donc, l'enjeu, c'est d'éviter de voir 5 ou 6 personnes avec lesquelles on n'habite pas. Et si on doit les voir, de s'assurer qu'il y a un respect de distanciation entre nous deux et de mettre des mesures nécessaires en place pour limiter une propagation du virus. Merci. J'invite maintenant M. François Munger à adresser sa question. Oui, donc on parle des 5 cas hospitalisés actuellement, 3 cas aux soins intensifs. 2 questions par rapport à cela. Tout d'abord, est-ce que ce sont des cas qui ont été hospitalisés à cause de la COVID-19 ou ce sont des cas qui étaient porteurs de la COVID-19 mais qui ont été hospitalisés pour d'autres raisons? Et dans un deuxième temps, dans quelle tranche d'âge se situent ces 5 cas hospitalisés actuellement? Bon, merci pour vos questions. Les hospitalisations qu'on vous transmet sont en lien avec la COVID-19. Donc, c'est des personnes qui sont encore actives, activement infectées avec le virus, le coronavirus. C'est des gens et pour lesquels il y a la nécessité d'être hospitalisés. Deuxième, le tranche d'âge est assez large. Ça part de 20 jusqu'à plus de 70 ans. Merci. Une prochaine question. Combien de tests de dépistage ont été effectués au cours de la dernière semaine? 1484 tests. Merci beaucoup. Une question qui vient des auditeurs du webinaire. On demande s'il est possible d'estimer quand les personnes âgées de 70 ans et plus pourront recevoir un vaccin. Écoutez, dans la séquence, vous avez vu les 4 premières priorités. Après ça, la 5e priorité, c'est les gens 80 ans et plus. Après ça, c'est 70 ans et plus. Fait que ça va dépendre de l'arrivage des vaccins. De façon optimiste, possiblement fin mars, début avril. Mais à suivre selon, on est vraiment tributaire de l'arrivage des vaccins, malheureusement. Là. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Alors, on espère de recevoir le plus rapidement possible pour vacciner nos 65 ans et plus le plus rapidement possible. Merci pour cette réponse. Une prochaine question de Charles Laferrière. Oui, le dépistage sur rendez-vous, est-ce que ça vous inquiète que certaines personnes n'aient plus passé un test de dépistage s'ils développent des symptômes, puis des gens qui n'ont peut-être pas été en contact avec des gens? Pensez-vous que ça pourrait inciter certaines personnes à ne pas aller se faire dépister maintenant qu'il faut appeler un certain numéro et prendre rendez-vous? En fait, non, puis j'espère que non, parce que toutes personnes là, qui
qui croient qu'ils doivent bénéficier d'un dépistage en appelant à ce numéro. De toute façon, il y a une personne qui va être capable de répondre à leurs questions. Puis il se peut que suite à l'appel, finalement, il n'y ait pas de rendez-vous donné au dépistage parce que la réponse aux questions fait en sorte que ce ne sera pas requis dans ce contexte-là de pouvoir bénéficier d'un dépistage. Puis sinon, c'est très simple, un peu comme on l'a offert aux gens là, de pouvoir se présenter sur rendez-vous dans nos centres de prélèvement. C'est un changement de comportement, mais ça se fait très bien. Puis ce n'est qu'un numéro de téléphone et on va s'assurer de répondre, mais en plus de pouvoir répondre aux questions avant d'offrir le test de dépistage qui sera offert. Puis évidemment, selon les constats, selon la situation d'évolution dans la région, bien, on pourra regarder là, à améliorer nos processus ou façons de faire si c'est requis, si tel est le constat que les gens finalement ne se présentent plus à leur dépistage. Mais présentement, on le voit bien, puis quand les gens ont des rendez-vous même de dépistage qui sont symptomatiques ou autres, ils se présentent à leur rendez-vous. Donc, on espère bien que ce sera la même chose dans ce cas-là. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Annie-Claude Luneau à adresser une seconde question. Bonjour, ma question serait pour Dr Sobenjo. Vous avez dit on a encore 5-6 cas par jour. C'est pas immense, mais c'est quand même plus que ce qu'on avait cet automne. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a encore cette transmission-là? Est-ce que c'est des éclosions dans des milieux de travail? Est-ce que c'est de la transmission communautaire? Et en sous-question, il faudrait revenir à combien de cas par jour ou en tout cas, quel genre de situation il faudrait avoir pour revenir à un palier orange ou jaune? Je sais que la question a été posée, mais je la repose parce que je sais que c'est un sujet d'intérêt pour nos auditeurs. Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, en lien avec qu'est-ce qui se passe avec nos cas, pour l'instant, ils ne sont pas liés en éclosion. Donc, ce qui arrive, c'est que nous, dans les derniers jours, on a eu de nouveaux cas qui ne sont pas des contacts. Donc, ce n'étaient pas des personnes qui ont été déjà connues de la santé publique. Donc, c'est des personnes qui continuaient, poursuivaient leur fonction normale. Donc, ils allaient au travail, ils allaient faire des choses. Donc, il y a eu d'autres contacts. Et à chaque fois qu'on a un nouveau cas pour lequel on n'a aucune information auparavant, on fait une enquête et on élargit. Donc, il faut dépister, il faut poser des questions à toutes les personnes qui ont eu contact avec eux et souvent, on trouve d'autres cas. Et lorsqu'on trouve de nouveaux cas, on élargit encore plus. Donc, le fait qu'on a encore de nouvelles personnes qui arrivent, c'est une autre chose. Si quelqu'un arrive d'un voyage et la personne était déjà en quarantaine parce qu'il est soumis par la loi fédérale d'être en quarantaine et il est en cas positif, on sait qu'il n'a pas eu de contact avec personne. Mais le fait qu'on a des cas qui sont des personnes qui sont de notre région, qui n'ont pas nécessairement voyagé ou qui ont voyagé, mais ça fait un bout qu'ils sont voyagés et on ne peut pas faire un lien, ça indique qu'il y a une transmission communautaire et on doit continuer à travailler pour contrôler cette transmission. Donc oui, il y a une transmission communautaire en cours et on poursuit nos efforts pour essayer de limiter ou de contrôler ce type de transmission. Et encore une fois, une autre chose qui fait en sorte qu'on n'a pas encore arrivé à freiner la transmission, c'est qu'on constate que souvent, les gens attendent. Ils ne passent pas un test de dépistage dès l'apparition des symptômes. Plusieurs attendent une semaine. Lorsque le grippe ne passe pas, ils vont aller passer un test. Mais on veut que les gens passent un test dès l'apparition des symptômes. Comme ça, on va pouvoir identifier rapidement les contacts, les personnes avec lesquelles ils ont eu contact et ils n'auront pas avoir eu beaucoup de jours avec lesquels ils ont pu propager le virus. Donc, ça, c'est les deux éléments qui font en sorte qu'on n'est pas en contrôle complet, là, comme on veut. Et pour ce qui est combien de nombre de cas qu'on veut, c'est juste ça. On veut pouvoir contrôler la transmission communautaire. Parce qu'actuellement, il y a un confinement, il y a une limitation importante des nombres de contacts qu'on peut avoir, mais quand même, on a des nouveaux cas qui sont de nulle part. Donc, ça nous préoccupe. Il faut qu'on soit capable de contrôler ça avant de pouvoir dire que si on ouvre et on laisse plus de contacts entre les gens, qu'il n'y aura pas une autre flambée ou une autre montée importante de nombre de cas. Merci. Une question des auditeurs du webinaire maintenant. Est-ce que les personnes qui ont des allergies, par exemple à la pénicilline, peuvent recevoir le vaccin?
Oui, tout à fait. La seule contre-indication, c'est si la personne a une allergie, exemple, si je prends le vaccin de Pfizer, qui a du propyléthylène glycol, si la personne est allergique à cette substance-là, là, ça devient une contre-indication absolue. Mis à part ça, il y a très peu d'adjuvants dans ce vaccin-là. Donc, il n'y a pas de problème pour se faire vacciner si la personne est allergique à la pénicilline. Merci. Prochaine question de Martin Guindon. Est-ce que les employés du réseau de la santé doivent payer leur déplacement pour se faire vacciner à Rouyn-Noranda? En fait, on a convenu des ententes là, vraiment avec le syndicat, puis c'est aussi ce qui est fait là, dans la grande majorité des établissements, mais non seulement le kilométrage est payé, mais également le temps requis pour se déplacer au lieu de vaccination à partir de leur part d'attache. La seule particularité, c'est qu'on a offert aux employés, lorsqu'on avait des vaccins à Rouyn-Noranda disponibles, donc aux employés qui étaient prioritaires, qui pouvaient se faire vacciner, qui étaient dans d'autres territoires, qui nous ont demandé est-ce qu'ils pouvaient se déplacer à Rouyn-Noranda pour pouvoir se faire vacciner. Mais à ceux-là, il y a effectivement une compensation, mais qui ne correspond probablement pas là, au total déboursé pour les employés en termes de temps pour aller se faire vacciner. Par contre, tous les employés vont pouvoir se faire vacciner, puis travailleurs de la santé aussi, excluant notre organisation. Donc, ceux qui travaillent au CIS, mais ceux qui travaillent aussi dans d'autres organisations vont pouvoir se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait dans leur territoire d'MRC. Puis pour nos employés, bien oui, il y a du temps de déplacement, puis des frais de déplacement là, pour compenser l'activité comme telle. Maintenant, M. François Munger. Donc, je veux faire du pouce un peu sur la question de Mme Luneau tantôt. On sent dans la réponse de Mme Sobanjo qu'on ignore d'où viennent certaines sources de contamination en ce moment. On est en confinement depuis maintenant près de 3 semaines avec le couvre-feu. Est-ce que c'est de dire que ces mesures-là ne sont pas complètement efficaces si on retrouve des sources qui sortent un peu de nulle part? Non, je pense qu'on va toujours avoir des cas qui sortent de nulle part. La question, c'est la façon comme on peut, jusqu'où on peut retracer la source de l'infection dépend sur la qualité d'information qu'on reçoit. Donc, des fois, les gens ne se souviennent pas lorsqu'on va les interpeller ou lorsqu'on fait nos enquêtes. Souvent, des fois, ça vient plus tard. Donc, des fois, c'est juste qu'on n'a pas réussi à le trouver et l'urgence, c'est pas nécessairement la source qui est plus importante, ce qui est plus important, c'est ce qui vient après. Donc, si on est capable au moins de limiter la transmission qui suit cette personne-là, déjà, on a une réussite. Donc, première chose, c'est oui, même si, même pendant la période d'été, même au mois d'août, il y avait des fois que ça sort, on n'a pas une explication. Donc, ça, c'est pas la seule indication de dire que oui, on va ouvrir ou on ne va pas ouvrir. Mais ce que je voulais juste vous rappeler, c'est que actuellement, il y a des personnes qui sont contagieuses, qui sont dans notre communauté et pour l'instant, la santé publique ne le connaît pas encore. Donc, il faut qu'on soit en mesure de trouver ces personnes-là et de mettre en place des mesures nécessaires pour freiner une transmission importante. Sinon, si on ouvre tout et ces personnes continuent à côtoyer, parce que pour l'instant, il n'y a pas de rassemblement. Donc, les gens, le nouveau cas qu'on a eu, c'est des personnes, soit le membre de leur famille ou les personnes avec qui ils travaillent. Donc, je vais saisir l'occasion de corriger ce que j'avais dit tantôt. Oui, on a quelques éclosions en cours. On a actuellement 4 éclosions en cours en région. Les éclosions, on a 3 dans un milieu de travail. La majorité du temps, les éclosions qu'on a même dans le milieu de travail, l'exposition a eu lieu hors de milieu de travail. Donc, c'est soit les gens qui se vivent hors de leur travail ou qui ont fait des choses ou des gens qui sont de même famille mais travaillent dans une même entreprise, des situations comme ça. Donc, oui, on a des éclosions, mais c'est pas ça qui est la force c'est pas ça qui gère ou qui contrôle la transmission dans notre région. Merci. Il semble y avoir une dernière question. Je compléterais peut-être, excusez-moi, Sarah, Dr. Sobanjo, je compléterais, oui, le couvre-feu a fonctionné au Québec. Vous avez vu la baisse des cas dans toutes les régions et même nous, si vous vous souvenez, pas tellement longtemps après les rassemblements du Centre des fêtes, dans une semaine,
on a eu autant de cas, sinon plus, que la première vague. Fait que pour nous, le couvre-feu était salutaire, parce que ça a diminué beaucoup les rassemblements familiaux, etc. Je voulais tout simplement compléter. Merci. Merci. Il semble y avoir une dernière question de Mme Luneau. J'aurais une question sur les isolements, justement. Bon, vous nous expliquez, Dr. Sobanjo, que c'est souvent des contacts de contact. On reçoit beaucoup de questions parce que, bon, je donne un exemple, un enfant a eu un cas dans sa classe, donc lui est isolé, mais pas les frères et sœurs. Ou encore, justement, des collègues de travail qui ne sont pas mis automatiquement en isolement. Qu'est-ce qui décide ce qui fait que quelqu'un est mis en isolement ou non? Puis, est-ce que c'est assez ou on devrait aller plus loin avec une mise en isolement des contacts, disons? Donc, merci, c'est une très bonne question. Donc, normalement, lorsqu'on fait notre enquête, la personne identifiée comme ayant eu un contact étroit, donc un contact significatif avec un cas confirmé, c'est la personne qu'on place en isolement préventif. Donc, mettons que moi, un collègue de travail a passé de temps avec moi, c'est ses collègues de travail qui va être en isolement. Lui, sa conjointe peut continuer à travailler, ses enfants peuvent continuer à aller à l'école. Toutefois, lorsque c'est moi qui ai le cas dans ma maison, toutes les personnes qui sont dans ma maison doivent être en isolement avec moi. Ils ne peuvent plus poursuivre leurs activités quotidiennes. La différence arrive si quelqu'un présente des symptômes. Donc, si moi, j'ai des symptômes de la COVID ou qui sont compatibles avec la COVID et je dois m'isoler, donc il faut que je quitte mon travail, il faut aller passer un test. Si je passe un test, toute la personne qui habite avec moi aussi doit rester en isolement en attente de mon résultat. Si le résultat est négatif, ils peuvent reprendre leurs autres activités. Pour moi, il va falloir que j'attende la résolution de mes symptômes avant de pouvoir reprendre mes activités. Mais si je n'ai pas de symptômes, mais j'ai été en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, moi, je vais rester dans ma chambre, je ne vais pas côtoyer les restes de membres de ma famille, aux autres vont pouvoir poursuivre leurs activités. Dès que je commence à avoir des symptômes, aux autres, ils cessent de sortir faire leurs activités. Tout le monde va commencer à être en isolement ensemble. Merci. François Muncher, est-ce que c'était une nouvelle question? Vous aviez la... Donc, une question qui nous parvient du public, en fait, concernant la priorité en termes de vaccination. C'est quelqu'un qui se demande, est-ce que les patients en oncologie ont un stade de priorité à travers toute cette priorisation-là? Si oui, lequel? Bon, pas vraiment. C'est-à-dire, ils vont arriver en priorité après les 60 ans et plus. On parle à ce moment-là des personnes adultes de moins 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé qui augmente le risque. Parce qu'on sait le plus grand facteur de risque actuellement pour la COVID, de complications et de décès, c'est vraiment le facteur âge. C'est sûr que si la personne a un cancer et est âgée de 70 ans et plus, son taux va venir plus rapidement qu'une personne qui a 59 ans. Mais c'est vraiment, les études ont démontré que c'est vraiment le facteur âge qui apporte les complications, les hospitalisations et les décès. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 80% des hospitalisations, c'est 65 ans et plus et ça représente 95% des décès. Alors, voilà pour les précisions. Merci beaucoup. Ça compléterait la période de questions. Encore une fois, merci énormément d'être avec nous tous les jeudis et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce point de presse pour aujourd'hui avec le CISAT. On vous rappelle 5 cas hospitalisés en ce moment en Abitibi-Témiscamingue, 3 cas aux soins intensifs. Il y a eu clinique mobile du côté d'une école, du côté de l'Abitibi-Ouest hier. Il n'y aurait pas eu de nouveaux cas dans ce dossier-là suite à cette clinique mobile. Donc, on va continuer de suivre cela. La semaine prochaine, il y aura conférence de presse du premier ministre François Legault qui fera le point sur un certain allègement des mesures. Cependant, François Legault a annoncé tantôt en point de presse, juste avant le point de presse du CISAT, que cet allègement-là ne serait pas très allégé, disons. On maintiendrait plusieurs des mesures qui sont
en place en ce moment. Donc, c'est la semaine prochaine que nous saurons ce qui se passera en termes d'allègement de mesures et on sait également, que cet allègement-là va se faire par région, par secteur, par probablement code de couleur. Donc, on pourra voir ce qui adviendra de l'Abitibi-Témiscamingue où on nous dit qu'il y a toujours de la transmission communautaire. On a pu finalement se faire confirmer qu'il y avait 3 milieux de travail qui étaient visés par des éclosions sur 4 éclosions répertoriées en Abitibi-Témiscamingue en ce moment. Donc, c'est les détails qu'on a pour le moment sur la situation en Abitibi-Témiscamingue. On vous reviendra la semaine prochaine et on vous présentera d'ailleurs cette conférence de presse de François Legault qui fera le point sur l'allègement des mesures la semaine prochaine. On tentera même d'être à cette conférence-là, peut-être pour poser une question en ce qui concerne l'Abitibi-Témiscamingue. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée.